Nicolas. Chers amis, cette matinale continue ce matin sur Tocsin Média. On vient de recevoir François Bellay. Et maintenant, c'est l'interview politique avec Gilbert Collard, député européen non inscrit, ancien député du Gard et président de l'association Alternative France. Bonjour Gilbert Collard, comment allez-vous? Et ben, moi, je vais bien. Comme disait Ruy Blas, je suis une force qui va. On essaye d'entretenir la force. Ce n'est pas évident non plus. Oui, ben, c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin, parce que je vous ai appelé pour en faire un petit tour d'horizon politique. Je voulais qu'on parle de ces émeutes des Afghans à Paris la semaine dernière. Très peu de médias en ont parlé, très sincèrement, il faut le dire. Vous allez nous en parler. Après, on va parler aussi de Macron, l'insécurité, Macron et la délinquance, Macron finalement et l'insécurité qui pèse sur les Français, qui frappe les Français. Et on va aborder pas mal de sujets. Merci d'être là ce matin, Gilbert Collard, dans la matinale Tocsin. Première question. Emmanuel Macron, hier ou avant-hier, qui nous a fait joueur de foot, Emmanuel Macron. Les chaînes ont diffusé le match, on a eu des commentaires dithyrambiques. Vous, ça vous inspire quoi quand vous voyez Macron en short et faire des passes du plat du pied, tirer des pénaltys? C'est très significatif du trucage de communication dans lequel on vit. Il avait fallu qu'on ait un élément technique pour se dire très simplement qu'on nous prend pour des cons. Cette image de Macron tirant un penalty de sa gambette et réussissant à mettre un but devant un goal pétrifié, pire qu'à Pompéi, c'est la démonstration la plus évidente que l'information est devenue de la propaganderie. Bon, il faut être complètement con pour ne pas se rendre compte que le goal aurait été très malheureux s'il avait arrêté le but. Bon, il aurait peut-être arrêté pas que le but. Ouais. C'était la garde à vue peut-être, non, Gilbert Collard? C'était peut-être la garde à vue qu'il attendait à la fin du match, le goal. Oui, dans un filet, en plus, dans un filet. Une garde à vue dans un filet, oui. Non, mais on en rigole, mais les Grecs, qui quand même ont tout inventé, quasiment, donnaient beaucoup d'importance à la notion d'anecdote. Ouais. Pour eux, l'anecdote, elle avait un sens très significatif de ce qui emporte la vie. Parce que derrière l'anecdote, il y a souvent des pans de vie qui se développent, qui se déploient. Et ce coup de pied dans le ballon rond de la gambette de Zizi Jeanmaire Mécro. Zizi Jeanmaire, c'est une danseuse, pour ceux qui n'ont pas la mémoire. Bon, elle est très significative de l'univers de manipulation médiatique dans lequel on vit, quoi. Bon, mais c'est quand même la marque du macronisme, de croire que on est suffisamment abruti pour gober comme des oies la communication qu'il veut nous faire ingurgiter. Mais ça passe pas, ils se rendent même pas compte, et c'est ça qui est dramatique, ils ne se rendent même pas compte que ça ne marche plus, quoi. Et le problème, vous l'avez dit, Gilbert Collard, c'est qu'aussi les médias, certains médias se prêtent à ça. Je suis désolé, j'ai écouté chez le confrère de CNews, Jacques Vendroux, il y a quelques jours, nous disant Macron s'entraîne tous les week-ends, Macron il est bon, Macron il est en forme. Alors moi, j'ai rien contre Jacques Vendroux, mais je trouve quand même que dans la situation économique du pays et civilisation de ce pays, c'est quand même étonnant, stupéfiant d'entendre ça, même de la part d'un grand journaliste sportif quand même. Non, mais il faut remonter au classique, quoi. Il faut remonter à Debord, la société du spectacle. Il faut relire aussi Julien Freud qui a tout décrit, quoi, dans ses entretiens. On a affaire à une industrie. Vous comprenez bien que Macron est un produit de consommation médiatique et que tout ce qui vient alimenter l'ingénierie, la machinerie médiatique est nécessairement bon à prendre, parce que le journaliste, quand il se lève le matin, il a une vie dramatique. Il est face... Non, on n'imagine pas à quel point la vie du journaliste aujourd'hui est dramatique. Qu'est-ce que je vais dire? Pourvu qu'il y ait un meurtre, pourvu qu'il y ait un assassinat, comment je vais combler par du vide, le vide médiatique? Comment? Et voilà que Macron et ses gambettes fait un match de foot.
Et voilà que Macron va tirer au but. Ah ben voilà, c'est du produit, c'est de la consommation médiatique. On est tous aujourd'hui des consommateurs, on est des commentateurs de la vie cinématographique, de la vie médiatique dans lequel le système est enfermé. Donc, pauvres journalistes, il faut les comprendre, quoi. Bon, le mec, quand on dort le soir, il se dit, mais putain, demain, de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont gober? Qu'est-ce que je vais leur filer à bouffer, quoi? Bon, je suis sûr je suis sûr que Pascal Pro fait des insomnies certaines nuits. Il y en a d'autres, non, mais il n'est pas le seul. Il y en a d'autres avec lui. Bon, vous imaginez le journaliste vedette, comment il s'appelle, celui qui a comparu là, devant la commission d'enquête. Là. Vous ne voyez pas qui je veux dire là? Notre commission d'enquête, je pense à Rudi Reichstadt, mais non, c'est pas celui peut-être. Non, cherchez bien. Non, Watch, non, pas du tout, d'accord. Non. Celui qui est celui-là qui trouvait pas sa feuille en dernière, qui avait perdu ses feuilles. Ah oui, ben oui, Yann D'Arthez qui avait perdu ses feuilles, voilà. Arrivé habillé comme un trappeur canadien, mais oui. Voilà, je ne le nomme pas parce que j'ai refusé de le nommer, donc il faut que quelqu'un d'autre le nomme pour moi, vous comprenez, voilà. Je m'y emploie sans problème, Gilbert Collard. Voilà, alors lui aussi, il doit se rendre compte, la vie de ce monsieur, le matin, il doit se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir, de qui je vais pouvoir dire du mal? Alors, ils sont très emmerdés parce que si on prend l'émission Quotidien, ils peuvent dire du mal que des gens de droite. Donc, ça limite quand même leur champ de tir. Oui. C'est devenu un métier très, très difficile, le métier de journaliste. Pour alimenter la machine, c'est pas évident. Je voulais, alors, puisqu'on parle journaliste, et après on parlera des Afghans, bien entendu, et de nombreux sujets que je veux qu'on aborde ensemble, Gilbert Collard, et merci d'être là ce matin sur Toxin Média. La patronne de France Inter, Adèle Van Ries, finalement, qui a fait des déclarations quand même qui sont assez stupéfiantes. Enfin, elles ne nous étonnent pas, mais elles sont stupéfiantes de l'entendre publiquement sur le service public en disant que finalement, ils défendent des valeurs, que tout le monde est le bienvenu, mais ceux qui s'attaquent à ces sujets ou qui abordent des sujets qui ne vont pas dans la ligne, ils ne sont pas les bienvenus finalement sur l'antenne une nouvelle fois. Comme ça, au moins, ils sont clairs sur ça, quoi. Mais vous vous rendez compte, pour qu'elle puisse proférer une telle sentence, à savoir qu'il n'y a pas de liberté pour ce qu'elle considère être comme les ennemis de la liberté. Il n'y a pas de liberté d'expression pour celles et ceux de droite, voire d'extrême droite, qui seraient à ses yeux les ennemis de la liberté d'expression. Mais ça, c'est l'essence même du totalitarisme. Je veux dire que mais on ne mesure pas à quel point, d'un point de vue psychanalytique, cette personne a une haute idée d'elle-même, puisqu'elle s'érige tranquillement, alors qu'elle n'est rien du tout. Elle est évanescente. Un confetti dans le vent du moment. On l'aura oublié aussi vite qu'on oublie tous les gens qui ont participé à la comédie médiatique. Bon, non, mais dans son étroitesse, elle s'octroie le droit, la puissance, parce qu'elle a été nommée à un poste, je dis bien nommée, elle s'octroie le droit de dire qui peut parler et qui ne peut pas parler. Ça, voyez-vous, on cite beaucoup Hannah Arendt en ce moment, beaucoup la citent qui ne l'ont pas lu du reste, parce qu'on voit bien les contresens qu'ils peuvent faire en parlant d'elle. C'est la banalité du mal. Elle ne se rend même pas compte, cette personne dont je n'arrive pas à prononcer le nom, elle ne se rend même pas compte qu'elle définit la censure, le totalitarisme. Je ne t'invite pas parce que tu ne penses pas comme moi. Et si tu ne penses pas comme moi, c'est que tu penses mal. Les camps de rééducation, c'était ça. La philosophie des camps de rééducation, c'était on a affaire à des gens qui pensent mal, il faut qu'ils pensent bien pour penser comme nous. C'est effrayant. C'est effrayant. Et puis alors, ça ne soulève pas l'indignation de la Ligue des droits de l'homme, ça ne soulève pas l'indignation des philosophes. Vous me direz, il n'y a plus beaucoup grand monde pour s'indigner.
Il est là aussi, quoi. Bon. Ouais. Mais en plus, il faut quand même dire, ça tombe sous le sens, mais qu'elle est payée par nos impôts, qu'elle est payée par les impôts des Français. Et Oui, on se connaît le service public, donc ça présente encore un écueil supplémentaire. Tout de même. Mais elle s'en fout, vous comprenez, elle s'en fout d'être payée par nos impôts. Dans sa tête, moi j'en ai rencontré, j'en ai fréquenté. Dans sa tête, elle incarne le bien, elle incarne la vérité, elle incarne la morale, elle incarne la bien-pensance. Donc elle a le droit de. Vous voyez, je ne sais pas si ça ne va pas être un peu pédant ce que je vais dire, hein, mais il a fallu des siècles et des siècles pour que, à partir de l'Antiquité romaine, de Cicéron notamment, hein, on construise ce qu'on appelle un humanisme juridique. C'est-à-dire que le droit s'applique à l'humain, quel qu'il soit. On ne tient pas compte de ce qu'il est pour lui appliquer le droit. Ça, c'est l'humanisme. Le propos de cette femme, c'est la négation de l'humanisme. Elle applique un droit qui est le sien, qu'elle s'invente, qu'elle fabrique à d'autres, parce qu'ils sont différents de ce qu'elle voudrait qu'ils soient. C'est l'essence même, je vous le garantis, du totalitarisme. Alors, peu lui importe que ce soit nos impôts qui payent, elle s'en fout, elle a raison. Comme Robespierre avait raison, comme Marat dans sa baignoire avait raison, comme Saint-Just avait raison. Ce sont les dignes descendants comme Lénine avait raison quand il a inventé le totalitarisme, repris quand même du totalitarisme robespierriste. Ce sont des gens très dangereux. Ils s'imaginent qu'ils ont raison. Je me souviens notamment, pour parler de service public, après on avancera dans l'entretien, une petite duchesse du service public, je ne me rappelle plus sur quelle antenne, avait très clairement dit nous ne voulons pas inviter des gens pour montrer la France comme elle est, mais pour montrer la France comme on aimerait qu'elle soit. Là aussi, ça fait en quelques mois des aveux quand même qui sont lourds de sens. C'est presque insupportable à entendre d'ailleurs pour des millions de Français. Hein. Alors, ajoutez à cela quand même un petit élément qui n'est pas sans intérêt. Que ces gens se gavent. Ils ont des bons boulots. Vous comprenez parce qu'il y a une corrélation quand même entre leur confort économique et la domination de leur idéologie. Parce que être à la tête de France Inter, c'est pas clochardisé, hein. Et le maintien à ce poste, il passe par le maintien d'une idéologie dominante. Il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, ces gens sont persuadés qu'ils ont raison parce que le fait d'être persuadés qu'ils ont raison pérennise leur confort, pérennise leur aisance sociale, leur aisance nobiliaire, leur aisance financière. Il y a un lien très étroit entre la volonté de maintenir cette domination idéologique et le confort économique et institutionnel. Alors, membre du Conseil d'État, président de l'ARCOM, président du Conseil d'État, président du Conseil constitutionnel, tous nommés par le président de la République. C'est la monarchie de la monnaie. Alors, il faudra quand même qu'un jour, on s'intéresse au contre-pouvoir dans ce pays. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a, oui, il n'y en a pas et il n'y en a plus. Du coup, et éventuellement, c'est tapis rouge pour Emmanuel Macron. Il y a un sujet que France Inter et nos amis du service public éludent en permanence et criminalisent les gens qui soulèvent ces questions-là, notamment l'immigration, l'ultraviolence, l'insécurité, le séparatisme. Et il y a eu cette fameuse émeute des Afghans le week-end dernier à Paris. C'est pour ça que je vous ai appelé, Gilbert, pour que vous me donniez votre sentiment là-dessus, parce que très peu de médias en ont parlé, très peu, quelques-uns, mais vraiment, ça dénote de quelque chose. Je veux dire, ça aurait été des gilets jaunes ou des manifestants contre la réforme des retraites, je pense que le problème aurait été réglé rapidement et que la Bravem aurait intervenu rapidement pour faire cesser les troubles. Là, ces gens-là se sont baladés,
sans problème sur plusieurs centaines de mètres, voire plus, en dégradant, bien entendu, tout ce qui passait à portée de main. Voilà. Alors, il y a eu le triste, le sinistre incendie de la rue Charonne qui a provoqué l'émotion, je ne sais pas trop pourquoi, contre l'État, hein, contre qui, on ne sait même plus contre qui, hein, contre l'État, contre une illusion d'État de ces Afghans qui ont commencé à manifester, puis ont dérivé dans l'émeute, en cassant, en brisant, en molestant, en s'affrontant aux policiers. Une émeute de gens qu'on accueille, une émeute de gens qu'on héberge, une émeute de gens qu'on soigne, une émeute de gens qu'on nourrit, qu'on loge. Et la presse ne s'est pas indignée. Mais parce qu'il y a un lien économique aussi entre l'immigration et tout un fonctionnement institutionnel, associatif et médiatique. Donc, celui qui aura le courage de perforer le coffre des ONG pour aller y voir la rentabilité qui s'y cache, comprendront que le migrant, c'est leur gagne-pain, comme le racisme et le gagne-pain de SOS Racisme était le gagne-pain de SOS Racisme. Plus de racisme, plus d'SOS Racisme, plus de migrants, plus d'ONG, plus de migrants, plus de passeurs, assassins. Alors, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien entre l'économie de ces activités délinquantielles, marginales, et l'idéologie. L'idéologie médiatique vient au secours. Et c'est la raison pour laquelle que quand il y a des émeutes d'Afghans, on n'en parle pas. Et c'est la raison pour laquelle, quand on dénonce des comportements commis par des gens frappés d'OQTF, mais qui sont sur le territoire, on est traité de fascistes, de réactionnaires, de récupérateurs, etc. Voilà. C'est parce qu'il y a ce lien qu'il faut absolument constamment dénoncer. Quand on apprend, par exemple, que l'association Utopia 56 dépose plainte contre l'ancien directeur général de Frontex, c'est intéressé. Alors vous savez que le fondateur, c'est un spécialiste des campings, hein. Vous le saviez? Non, pas du tout. Vous m'apprenez quelque chose, Gilbert. Oui, c'était un organisateur de camping. Vous me direz, il s'est bien reconverti, le mec, hein. Il fait du camping immigrationniste maintenant. Ouais. Et la situation, on le voit, est de plus en plus compliquée. Moi, j'aimerais savoir, Gilbert Collard, ce que vous pensez de l'appréhension ou du moins de l'analyse de la situation d'Emmanuel Macron. On a l'impression que ça lui passe à 15 000 bornes. Tout ce qui se passe, il est au pouvoir depuis 7 ans. Et aujourd'hui, on vit une situation qui est quasi insurrectionnelle dans bien des territoires français. Et Macron, il s'en fout finalement? Ou est-ce qu'aussi il y a cette idéologie européiste derrière, depuis le pacte de Marrakech et d'autres, le pacte asile-immigration, où finalement, c'est un fonds de commerce aussi de la Commission européenne, de Bruxelles? Eh bien, non, mais alors Macron, il n'a pas terminé sa puberté politique, hein. Donc, il est dans une espèce de jeu politique. Il ne sait pas que l'histoire est tragique. En même temps, il est le serviteur d'intérêts économiques, hein. Moi, je ne sais pas, mais c'est très difficile à définir. J'ai l'impression que c'est un niais pervers. Vous voyez, en même temps, il est naïvement dans le sentiment que ça peut continuer à durer comme ça. Et en même temps, il se rend compte que les choses lui échappent. Mais il est dans une espèce d'euphorie infantile, juvénile, tout en obéissant à ses maîtres, qui sont les maîtres de la finance, les maîtres de la banque, et au service desquels il se trouve, hein, voilà. Donc, on a affaire à une espèce d'infantilisme politique gravissime, parce que la France est entre les mains d'un enfant, quoi. Voilà, un enfant qui joue au foot, un enfant qui se livre à des embrassades ambiguës, un enfant qui fait des fêtes à l'Élysée
un enfant qui se contredit en prétendant qu'il n'y a pas de culture française, en prétendant qu'il y a une culture française, en prétendant qu'il y a une souveraineté française, et puis qu'il faut une souveraineté européenne. Voilà, c'est vraiment tragique de voir qu'on a un enfant au pouvoir, quoi. Un enfant au pouvoir, oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a chez lui et Gilbert une forme d'irresponsabilité? On a parlé d'enfant, d'immaturité, mais une forme d'irresponsabilité aussi dans la situation qui est la nôtre, dans laquelle on est, parce qu'on a l'impression quand même qu'il ne veut pas voir. Alors, il fait des déclarations, il commémore. Alors ça, il commémore, hein. Il y a un nombre de commémorations en ce moment, c'est commémore à tout va, là, en ce moment, hein. Oui, mais les commémorations, c'est encore de l'ordre Ouais, de la transfusion ouais. historique. Il Mmh. sait qu'il n'a pas d'histoire. Mmh. Il sait qu'il n'incarne aucune histoire. Mmh. Et comme un enfant fait des transferts sur des jouets, Mmh. lui, il fait des transferts sur les commémorations. Mmh. Il s'imagine qu'il s'approprie la commémoration. Mmh. On le voit du reste, il y a quand même une gestuelle qui est significative, quoi. Quand il est dans une commémoration ou dans une pompe funèbre, on Mmh. le voit dans son port de tête, quoi. Il est dans une théâtralisation de la posture qui est évidente. Bon, Mmh. il est à la recherche de ce qu'il n'est pas, quoi. Un homme historique, un personnage d'État. C'est dramatique de voir cette recherche permanente de l'histoire chez un homme qui ne fait pas l'histoire, qui l'a Mmh. subi, quoi, qui l'a subi complètement. Mais le drame, c'est que en même temps, nous la subissons, voilà. Ah oui, parce que certains disent qu'Emmanuel Macron commémore à tout va, justement pour masquer le fait qu'il détruit la nation française. Donc ça lui donne l'alibi d'un président qui essaye de commémorer, de s'en remettre à des symboles et à des symboles nationaux ou des figures nationales historiques. Oui, mais enfin, il faut quand même reconnaître que de Sarkozy, Mmh. en passant par Hollande jusqu'à Macron, on a traversé un désert historique. Mmh. Du reste, le mot historique ne veut plus rien dire. On parle d'événements historiques pour des événements qui sont des babioles médiatiques. Mmh. Ouais. La France n'est plus dans l'histoire. Mmh. Non seulement on ne fait plus l'histoire, mais on n'est plus capable de la faire. On a l'impression que rien au jour le jour n'est de l'ordre de l'histoire. Et c'est vrai que jamais autant que maintenant, on a consommé des événements historiques. Mmh. On n'a plus d'histoire. Mmh. Je veux dire j'aimerais qu'on me cite un événement historique créé, pas Mmh. subi. Pas subi, Mmh. parce que le Bataclan, c'est un événement historique, Mmh. évidemment. Et c'est un événement subi. Comme si un événement historique créé par Sarkozy, Mmh. créé par Hollande, à part sa traversée à scooter, euh, Nocturne, nocturne. nocturne, bon, ou par Macron. Je veux dire, Ouais. personne ne peut citer Mmh. un événement historique qu'on pourrait raccrocher à l'un de ses présidents de la République. La Mmh. France est devenue ahistorique. En même Mmh. temps qu'elle se désagrège, qu'elle perd Mmh. sa langue, qu'elle perd son identité, qu'elle perd Mmh. ses références, qu'elle perd sa judéo-chrétienté, Mmh. qu'elle perd son occidentalisation. Bon, Mmh. nous vivons un véritable drame métaphysique, hein. Non, mais Mmh. moi j'en Mmh. suis. Quand mes copains me disent comment tu vas, je leur réponds bien. Ouais. Je suis en pleine dépression métaphysique. Voilà. Mmh. Mais comment, Gilbert, là-dessus, comment pour vous, quelle est la cause finalement de cet effondrement de la France? Parce que vous avez cité plusieurs présidents, hein. Bon, Macron, l'actuel, il y a eu Hollande, il y a eu Sarko, il y a eu Chirac. Finalement, on a l'impression, est-ce que c'est un effondrement? Je vais revenir à ma marotte. Est-ce que c'est un effondrement intellectuel de nos élites, de notre classe politique, qui finalement s'est désintégrée elle-même et a désintégré avec elle dans sa chute la France également, la grandeur de la France et ses intérêts, ses valeurs? Ce sont des hommes qui n'ont jamais incorporé l'histoire. Mmh. Mmh. La notion d'incorporation, elle est très importante. Mmh. L'histoire de France, il ne suffit pas de l'avoir pratiquée scolairement, Mmh.
il faut l'avoir intégrée, incorporée. Vous croyez que nos parents seraient allés se faire tuer s'ils n'avaient pas dans le corps l'histoire de France? Et moi, pour moi, Jeanne d'Arc, c'est pas un roman. C'est quand on parle de Jeanne d'Arc, quand on parle de Verdun, quand on parle de Valmy, je ressens quelque chose. Et comme on ressent le vent, comme on ressent le mouvement de la mer, sans la toucher, sans les toucher, je le ressens. Or, on a l'impression que ces hommes politiques, métalliques, hein, parce que regardez Sarko, regardez Hollande, regardez Macron, ils sont métalliques, hein. Ils ne sont pas résonnants. Ils sont pas résonnants. Alors, on pourrait parler des hommes politiques d'aujourd'hui. Bon, il y en a plein aussi qui ont cette espèce de froideur historique. Bon, et n'ayant pas ce vécu historique, ben, ce sont des industriels de la politique, quoi. Ils font des gestionnaires de la politique. Ils sont là et ils veulent que ça dure. Est-ce que ça pose la question aussi de la formation de nos élites? Parce qu'il y a la classe politique, il y a la classe économique, ou du moins l'élite, entre guillemets, bien entendu, ce qu'on appelle les élites, grossièrement. Est-ce que ça pose la question de la formation de nos élites, Gilbert, à ce sujet-là? Ben, ça pose la question de l'humanisme. Bon, ça pose la question d'une époque qui est déshumanisée. Les grandes écoles ont fabriqué des statisticiens, des mécaniciens de la politique, des techniciens de la communication, mais il n'y a plus d'idée. Du reste, quel est le but idéologique poursuivi aujourd'hui, à part de nous soumettre à l'Union européenne pour que le grand commerce, la finance internationale prospère tranquillement dans une soumission de tous les États? Où y a-t-il une idéologie? Non, mais le seul combat idéologique qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est défendre l'identité, défendre la souveraineté, protéger les frontières. Mais c'est un combat qui passe par la remise en cause de l'Union européenne telle qu'elle est. Donc c'est un combat tentaculaire, gigantesque, titanesque, et qu'il est très difficile de mener parce que dès qu'on essaye de le mener, on est assassiné. Vous, en tant que député européen, Gilbert Collard, là-dessus, d'ailleurs, vous êtes non inscrit. Pourquoi non inscrit? Et après, j'aimerais avoir votre retour d'expérience. Le 9 juin, ce sont les élections européennes. Vous, qu'est-ce que vous en avez tiré de cette expérience-là pour nous dire un peu, vous, en tant que député européen, qu'est-ce que vous en pensez? Mais le Parlement européen ne sert à rien. C'est la Commission qui décide de tout. Le Parlement européen n'a même pas de droit d'initiative. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une forte, puissante majorité de droite, voire d'extrême droite. Moi, je n'ai pas peur du terme, parce que la droite n'existant plus, l'extrême droite n'est plus que la droite qui a disparu. Hein. Il faudrait qu'il y ait une puissante arrivée des mouvements. Parlons franchement, il faudrait que le RN arrive très puissamment au Parlement européen, de façon à exercer une espèce de terreur démocratique. Hein. Il est là, qu'est-ce qu'il va faire? Comme ça, au moins, on le jugera avant la présidentielle. On le jugera, on saura si c'est pipeau, si ça ne l'est pas. Et tant qu'il n'y aura pas une coalition des droites fortes, des droites souverainistes, capables de déclencher des enquêtes, capables de faire rendre gorge à Ursula, capables de démanteler les rouages technocratiques effrayants de cette Union européenne, on ne pourra rien faire. C'est la raison pour laquelle moi je dis à mes amis, ne perdez pas vos voix. Moi je ne suis plus au RN, donc mon propos est intéressé. Hein. Bon, je ne suis plus au RN, et puis j'ai vraiment envie personnellement d'être un franc-tireur franc, de dire ce que j'ai envie de dire et de n'avoir de compte à rendre à aucun parti politique. Hein. Mais comme ça, au moins, on va le tester, le RN.
s'il arrive massivement au Parlement européen et qu'il ne fait pas le taf, on saura ce qu'il faut faire à la présidentielle. Oui, là, on a l'impression quand même que le RN a beaucoup changé. Vous le connaissez bien de l'intérieur, Gilbert Collard, vous étiez au Bureau national, vous connaissez tout le monde, tous les cadres. On oublie simplement de dire Ouais. à tous nos amis du RN qui sont dans la gloriole, que nous, on y est allés quand on n'était que 2 au Parlement. Hein. Ouais. Bon, je veux dire que quand même, il ne faudrait pas l'oublier, ça. Il fut un temps où au Parlement national, il n'y avait que 2 députés qui en prenaient plein la gueule et qui y sont allés jour et nuit. Il ne faudrait pas l'oublier quand même. Hein. Mais alors, ça rentrait dans les polémiques politiciennes, mais je trouve ça intéressant. Vous dites effectivement, ça sera la meilleure façon de voir ce que le RN vaut et s'il est suffisamment convaincu pour prendre un jour les destinées de ce pays. Quand vous entendez Jordan Bardella qui nous dit si jamais nous arrivons en tête largement le 9 juin au soir, je demanderai à Emmanuel Macron la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous réagissez comment, Gilbert, à ce genre de déclaration qui a été faite plusieurs fois par Jordan Bardella, hein? Pardon ? C'est une déclaration qui a été faite à de nombreuses reprises. Hein. C'est une marotte chez lui. Alors, moi, je demande la dissolution de l'Assemblée nationale depuis le début. Parce que dans une démocratie, on ne gouverne pas à coup de 49-3. Bon. Donc, si on avait été véritablement, à mon avis, hein, en démocratie, il y aurait eu une dissolution, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, la dissolution, elle me paraît une chose saine, parce que Macron gouverne d'une manière autoritaire aujourd'hui. Le Parlement ne sert à rien. Les députés ne servent à rien. Et je crois que ça serait une très bonne chose de rebattre les cartes. Peut-être même avec une gauche recomposée, une gauche moins délirante. Parce que je ne suis pas de ceux, moi, qui considèrent que la disparition de la gauche serait une bonne chose. Il faut de la contradiction en politique. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Oui. La contradiction, bon. Donc, moi, personnellement, je sais que c'est un avis que tous mes amis ne partagent pas, mais je suis favorable à une dissolution, absolument. Oui, et il faudra quand même que tous les partis d'opposition, à un moment donné, puissent voter une motion de censure. C'est d'ailleurs le cas. Peut-être les Républicains devraient en poser une d'ici fin avril ou début mai. On verra bien. Je voulais qu'on finisse là-dessus. Oui, là-dessus, Gilbert Collard. On verra bien, mais les Républicains, ils ont besoin d'une grève de couilles, hein, c'est clair. Hein. Effectivement, ces propos vous sont personnels, mais voilà. Mais attendez, c'est normal. Alors, une fois, je ne sais plus qui, je crois que c'était Léa Salamé ou Pujadas, me reprochait d'avoir employé ce terme. Je lui ai dit, mon pauvre ami, on voit que vous n'avez pas de lecture. Hein. Lisez Rabelais. C'est vrai. Rabelais. C'est vrai. Rabelais. Je veux dire que c'est un terme que Rabelais emploie des dizaines et des dizaines de fois. Et on ne l'a jamais renvoyé devant la 17e chambre. Hein. Oh non. Et c'est vrai qu'on peut quand même dire que les Républicains manquent cruellement de courage. C'est le minimum que l'on puisse dire à ce sujet-là. Je voulais dire courage à la place de… Voilà, oui, je me suis trompé. Excusez-moi. Je voudrais là-dessus, Gilbert, encore 5 minutes, parce que ça fait déjà plus de demi-heure qu'on est ensemble, et merci d'être là ce matin. Je voulais qu'on parle de cette tribune-là, cet appel collectif qui est paru dans le Figaro il y a 3 jours, l'appel des 50 personnalités pour un référendum sur le tour de vis fédéraliste de l'Union européenne. Vous, comment vous recevez ce genre d'appel ? Il y a quand même pas mal de gens qui ont signé, pas mal de personnalités là-dessus. Est-ce que ça, pour vous, engage quelque chose, une espèce de bouillonnement contre le totalitarisme de l'Union européenne que vous dénoncez, l'inanité du Parlement européen? Est-ce que ce genre d'appel qui a été repris nulle part, personne n'en a parlé, est-ce que ça vous dit quoi? Ça vous inspire quoi? Il y a peut-être un commencement de réveil, peut-être. Peut-être que ça se réveille, mais c'est mou. C'est mou. Oui. Vous savez, on aura peut-être un jour l'occasion de parler plus longuement du Parlement européen. Oui. C'est une putain de machinerie administrative. Je crois que l'Union soviétique est battue dans l'organisation. Vraiment. Ah non, mais moi, la première fois que je suis arrivé au Parlement européen, j'ai l'impression que j'étais à la fois dans l'aéroport Charles de Gaulle
et dans une espèce de succursale où il y avait l'URSSAF, le fisc, la sécurité sociale et une foire au lobby. Une foire au lobby. Je me rappelle de m'être retrouvé devant un local où il y avait du matériel médical qui faisait sa promotion. Ah oui. Bon, j'ai été effaré, d'abord par le fait qu'on ne parle pas un mot de français, qu'on parle beaucoup allemand, Oui. bon, anglais évidemment. J'ai vécu l'épisode, moi, incroyable, où on nous a interdit de mettre les drapeaux de nos pays sur nos bureaux. Oui. Faut le vivre, ça. Hein. Bon, moi, j'ai pas cédé. Hein. L'huissier, il a failli se prendre une mornifle morale. Il m'a pas enlevé mon drapeau. Hein. Bon, mais c'est quand même. Non, mais il faudrait prendre le temps pour décrire le fonctionnement, quoi, de l'intérieur, la terreur administrative que l'Union européenne fait régner sur les députés. En même temps qu'il y a la corruption avec le Qatar, qu'on oublie. Quand Glucksmann parle de la corruption de l'extrême droite, il oublie tout simplement de parler de l'affaire du Qatar, où ce sont des socialistes droits de l'homiste qui sont impliqués. Bon, non mais ça, c'est une émission qu'on fera un jour, si vous voulez. Oui, ça serait passionnant, effectivement, d'avoir votre regard sur le Parlement européen, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. En tout cas, un dernier mot. Oui. Attendez qu'ils soient partis. Hein. Oui, oui. Un dernier mot, Gilbert, là-dessus. On arrive à la fin de l'entretien, finalement. Oui. Les européennes, vous, il faut y aller voter ou pas? Je sais que c'est une question compliquée, mais il y a de tout aujourd'hui. Il faut aller voter, il ne faut pas aller voter, il faut envoyer une majorité importante. Comment ça se passe? Moi, je crois qu'il faut aller voter. Je crois qu'il faut aller voter. Et je crois qu'il faut aller voter utile. Il faut voter. Moi, je suis fâché avec le RN. Hein, bon, je parle plus. Je parle pas à Marine. Bon, Bardella, j'ai des relations polies avec lui. Je le prends pour quelqu'un de remarquablement intelligent. Hein, et j'ai de bonnes relations avec plein de gens du Rassemblement national. Bon, je suis fâché avec un ou deux individus discourtois, bon, qui n'ont pas été loyaux. Bon, j'en parlerai un jour dans un livre. Bon, mais donc, j'ai pas d'intérêt personnel dans ce que je vais dire. Hein. Je crois qu'il faut voter utile. Même si on a envie de se faire plaisir, ne pas se faire plaisir parce que l'enjeu est trop grave. Il faut vraiment que l'Union européenne soit confrontée à un bloc de pression, qu'elle ait un choc électoral. Et puis on verra ce qu'ils vont faire une fois qu'ils y seront. S'ils se comportent comme des gamelles, eh ben on ne votera pas pour eux à la présidentielle. Hein. Voilà. Alors, enfin, voilà, en tout cas, c'est cette analyse. Merci beaucoup, Gilbert Collard, d'être venu ce matin, député européen non inscrit, ancien député du Gard, président de l'association Alternative France. Merci beaucoup